Super. Alors, il est midi. On va commencer. D'abord, bonjour à tous. Bienvenue à cette première séance d'une série de deux des espaces entrepreneurs organisés en collaboration avec la Banque nationale. Donc, comme je disais, c'est une série de deux activités. La première a lieu ce midi, la deuxième demain midi. Donc, on se retrouve pour parler de s'associer en affaires. J'ai le plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui et demain également. Donc, je me présente, mon nom est Solène Tanguay et je suis chargée de projet communication et marketing événementiel au réseau Mentorat. Alors, enchantée à tous. Je suis vraiment contente de voir qu'on a une belle participation aujourd'hui. Donc, merci d'être avec nous. L'activité s'inscrit dans le cadre de la série S'associer en affaires, comme je mentionnais, des espaces entrepreneurs. Donc, on vous offre deux séances qui sont vraiment complémentaires et qui devraient vous donner des pistes de réflexion et d'action en lien avec le partenariat d'affaires. Donc, aujourd'hui, on aborde les forces du partenariat d'affaires, mais on va aussi parler de craintes, de bloquants. Le but, c'est de faire vraiment le tour de la question avec nos invités aujourd'hui. Puis demain, nous allons parler de la synergie entre associés. Donc, on creuse un petit peu plus le côté humain avec un autre intervenant demain qui sera Alexandre Vézina. Sans plus tarder, pardon, je vais vous présenter nos invités. Donc, je suis aujourd'hui avec d'abord Michèle Laflamme. Donc, elle est mentor au réseau Mentorat Laval. Elle est aussi fondatrice, présidente et chef de la direction d'Emovi Inc., qui est une société de technologie médicale qui a développé le NIKG. C'est le premier dispositif en clinique d'identification et de quantification des causes de douleurs et de symptômes au genou. Donc, de la technologie dans le milieu médical, très intéressant. Michel a plus de 20 ans d'expérience en développement des affaires et commerciales dans les sciences de la vie, en particulier dans les produits biopharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Elle a formé le CTS Technologie de la santé, un organisme voué à aider les entreprises médicales à commercialiser des produits médicaux innovants. En 2009, elle a été finaliste du concours Entrepreneur of the Year d'Ernst Young. Et elle est également membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés. Elle siège sur la table d'action en entrepreneuriat de Laval et de Montréal. Donc, vraiment un très grand parcours, Michel. Merci d'être avec nous. On a bien hâte d'entendre ce que tu as à nous partager aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, je suis aussi avec Dany Potvin, qui est mentor pour la zone entrepreneuriale à Trois-Rivières. Dany est aussi président de Telipso Groupe LP Télécom, qui est une entreprise spécialisée en télécommunications d'affaires. Il est entrepreneur depuis 1994. Il a vendu sa première entreprise en 1998 pour revenir à l'entreprise familiale qu'il a ensuite achetée en 2006. Il a également fait l'acquisition d'une autre entreprise pour bonifier son offre de service. Donc, quand même plusieurs transactions dans son historique. Dany est aussi un grand ambassadeur du mentorat pour entrepreneurs. Il a été chef mentor pour une cellule auparavant. Il a aussi obtenu son accréditation pour animer des cohortes de mentorat de groupe. Il a accompagné vraiment un grand nombre d'entrepreneurs dans leur parcours, et puis, ce qui lui a valu la reconnaissance de niveau or en 2021, pardon. Donc, merci Dany d'être avec nous et merci aussi d'être tous les deux mentors pour le réseau Mentorat. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les membres de notre réseau. Donc, comment allez-vous? Je vous pose la question, comment ça va? Michel, je te laisse démarrer. Ouais, très bien, merci. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et de partager mon expérience sur les sujets qu'on aborde. Merci, Michel. Content d'être là, moi aussi. Le partenariat en affaires, c'est hyper important. Alors, c'est agréable d'être invité pour en parler, surtout qu'on a passé par là. Génial. Ben, merci encore d'être là. Puis peut-être là, pour commencer la discussion, pour se réchauffer un peu, je vais vous lancer une première question. On est ici pour parler de s'associer en affaires. Chacun, vous avez eu plusieurs expériences en lien avec ce sujet. Mais pourquoi c'est important pour vous d'en parler? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, en fait? Peut-être commencer par Dany cette fois ou Michel. Vas-y, tu étais prête. Vas-y, Mais Michel, je t'en prie. oui, en fait, pourquoi je suis ici pour en parler? Parce qu'effectivement, je me suis associée à quelques reprises, des associés aussi. Il y a des défis. C'est comme partir d'une entreprise, il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a beaucoup d'avantages. Et puis, on s'associe pour des raisons bien précises. Et ça l'amène l'entreprise à aller beaucoup plus loin, puis aussi nous, comme personnes, beaucoup plus loin. Mais de partager l'expérience, j'espère, ça va permettre à certaines personnes qui y pensent, qui y songent ou qui sont dans les dédales du processus de bien se préparer. Excellent. Et toi, Dany?
Ben, c'est un peu le même principe. En fait, moi, j'ai vécu trois phases d'association. J'ai créé ma première entreprise à 2. J'ai racheté l'entreprise familiale à 3. On a fait une acquisition à plusieurs aussi. Les phases sont importantes. Je pense que c'est nécessaire de s'associer en affaires pour aller plus loin. Mais pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. L'entrepreneur, ça veut aller vite, ça fonce. Je ne suis pas certain que les bonnes raisons sont toujours prises en compte. Fait que c'est pour ça qu'il faut démystifier pourquoi on veut s'associer en affaires. Super. Donc, ça lance bien quand même là, le sujet. On entend que ça a été positif dans votre parcours, mais il y a aussi des petits points de vigilance qu'on va adresser aujourd'hui. Fait que je suis bien contente d'entendre ça. Quelques petites consignes peut-être pour le public avant qu'on commence. Je vous invite à ouvrir vos caméras si c'est possible de votre côté. C'est toujours plus agréable de voir à qui on s'adresse. Donc, merci d'être là. Puis, n'hésitez pas à montrer vos visages. La séance d'aujourd'hui va se dérouler vraiment sous forme d'entrevue témoignage. Donc, Michel et Dany vont nous partager leur expérience. Ils vont peut-être nous faire des petites confidences. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas forcément une période de questions qui est prévue dans l'horaire parce qu'on a beaucoup d'informations à vous partager en seulement 1 heure. Mais je vous invite quand même à utiliser le chat, donc le clavardage, pour commenter, nous lancer des questions un petit peu plus ponctuelles. Je vais essayer de garder un œil sur le clavardage pour intégrer ça à la conversation aussi. Donc, vous avez vu ma collègue Emmanuelle qui publie des petits messages dans le clavardage depuis tantôt. Comment écrire un message? Vous allez voir une bulle en bas de votre écran Zoom. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir la page du clavardage, puis vous pouvez simplement inscrire vos questions ou commentaires dans cette section-là. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je pense qu'on est prêt à commencer. Donc, on est ici pour parler des forces du partenariat d'affaires aujourd'hui. Dans un premier temps, j'aimerais ça qu'on se penche plus sur les bénéfices recherchés, justement. Donc, la raison, la motivation derrière pourquoi on s'associe en affaires. C'est quoi les objectifs? Donc, je commencerai peut-être par aller voir du côté du public en premier, question de vous réchauffer également, cher public. Si je vous pose la question, quels sont les bénéfices du partenariat d'affaires selon vous? Pourquoi est-ce qu'on veut s'associer? Qu'est-ce qui vous vient en tête? À quoi ça vous fait penser? Donc, je vous invite à répondre dans le chat, vraiment en un mot, là. Pourquoi on s'associe en affaires, selon vous? J'ai complémentarité de compétences, la complémentarité qui revient aussi, l'aspect financier, la motivation, on nous dit dans le chat, tout à fait, le développement, accès à des ressources humaines, financières et technologiques, oui, se faire connaître, la gestion des risques est partagée, effectivement, donc le partage du risque, dépasser la compétition, briser la solitude, meilleure qualité de vie car on peut décrocher plus facilement. Intéressant. La pérennité. Je vois que le public est en forme, on a beaucoup de commentaires. Merci beaucoup. Solidifier les connaissances. Absolument. Je pense que ce sont tous des points très, très intéressants. Je complète avec quelqu'un qui nous dit aussi combler des lacunes. Donc, c'est tous des points qui sont super pertinents. On va voir vers quelle direction ça s'en va avec nos panélistes aujourd'hui. Mais merci à tous d'avoir partagé vos idées. Je vais me tourner un petit peu plus vers nos panélistes pour la suite. Donc, dans votre cas, Michel, Dany, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous tourner vers un ou des associés? Là, Dany, tu parlais de différents associés pour un même projet. Donc, je vous pose la question vraiment là. Pourquoi vous l'avez fait dans votre contexte? Dany, d'abord. Ben, vaincre l'isolement. Travailler avec, en groupe, c'est plus intéressant que travailler individuellement. Partager les responsabilités entrepreneuriales, je pense que c'est ce qui nous motive le plus puis nous permettre d'aller plus loin, là. C'est la raison pour laquelle moi, je m'étais associé au départ. Super intéressant. Et de ton côté, Michel? Je me suis associée à plusieurs reprises à plusieurs étapes de mon entreprise. Puis, en premier, c'était pour la compétence scientifique, donc d'avoir un comité aviseur scientifique avec des médecins, des orthopédistes,
Et puis, c'était un comité fondateur qui a vraiment permis d'asseoir les assises des Movies. Mais après ça, rapidement, c'était des défis financiers, aussi de préparation à la commercialisation, de l'innovation médicale, puis il fallait avoir des partenaires financiers. Donc, c'était financier, mais aussi par manque de confiance, parce que je me disais, mon background à moi, j'étais avocate, je m'en lançais en commercialisation d'innovation médicale, et c'était un ajout de compétences scientifiques, mais aussi commerciales avec un premier associé. En pensant que moi, je n'avais pas les compétences dans l'un ou dans l'autre, puis j'étais là un peu comme un chef d'orchestre. Puis donc, c'était beaucoup pour ça, pour complémentarité, accès à du capital, accès à des compétences différentes de moi, aller plus loin aussi. Donc, un peu toutes les raisons qui ont été mentionnées. Oui, tout à fait. Puis quand tu parles de confiance, est-ce que tu as trouvé ça rassurant finalement de t'associer? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais au début, j'ai trouvé ça très rassurant de m'associer. Ça venait combler une lacune que moi j'avais. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il faut avoir confiance en soi pour pouvoir s'associer. Tout à fait. Donc, ça t'a aidé au début, mais ça t'a aussi aidé à bâtir ta confiance personnelle éventuellement. Donc, c'est rassurant d'avoir des partenaires, mais ça aide aussi à se bâtir soi-même, là. Mais en fait, c'est qu'on vient rapidement, là, on rentre dans le vif du sujet, mais on vient rapidement, c'est confrontant parce que quand on rentre en partenariat, on se rend compte que le partenariat est basé sur des attentes respectives de part et d'autre. Moi, mes attentes, c'était ça. Mais pourtant, on partage une vision. On s'en va là, c'est ce qu'on veut faire, les objectifs, c'est ça. Mais dans le day-to-day, après ça, moindrement que tu manques de confiance, c'est dur de gagner ta place. Fait que tu n'as pas le choix de dire, attends, là, j'avais une vision, elle ne va pas changer. Il faut qu'elle demeure. C'est par là qu'on s'en va. C'est là-dessus qu'on s'est entendu au début. Là, ça, c'est les défis qui commencent à rentrer dans le quotidien. C'est là qu'on s'aperçoit que non seulement il faut avoir une vision partagée, commune, mais des valeurs communes, parce qu'après ça, la façon d'exécuter dépend beaucoup de notre rapport à l'argent, de notre rapport à la compétition, de notre rapport à la croissance, de notre rapport. C'est là qu'on se rend compte que des fois, il y a des divergences d'opinion. Puis, c'est rapidement facile pour l'autre ou les autres d'aller pointer vers ta faiblesse. Donc, l'importance de la confiance au départ, puis de pouvoir arriver sur une base égale dans le partenariat. Tout à fait. Bien, on va y revenir au niveau à la notion de vision, de valeur et tout ça. C'est certain que ça va être surtout omniprésent dans notre conversation de demain où on parle de la synergie entre associés. Mais si on revient un petit peu plus là, à la notion des bénéfices, là, de pourquoi s'associer, je sais que de ton côté, Dani, c'était beaucoup d'un point de vue stratégique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, de la stratégie derrière le fait de s'associer avec des partenaires? En fait, je pensais que c'était stratégique. Je pensais que puis j'ai réfléchi gros depuis notre rencontre de préparation, hein, Solène, puis j'avais l'impression que c'était d'un point de vue stratégique que je m'associais, mais je n'avais pas fait la planification. Souvent, on s'associe, on dit OK, j'ai besoin d'un financier, j'ai besoin de quelqu'un pour partager mes responsabilités. Là, on trouve les bonnes personnes, on s'associe, puis après ça, on fait une planification stratégique pour dire quelle va être notre nouvelle entreprise. Mais je pense que si j'avais appris ça plus tôt, je n'aurais pas fait ça différemment. Je pense qu'il faut la faire avant, la planification stratégique, pour comprendre. Michel a dit, quand on prend un associé, l'associé nous prend aussi pour des attentes et des objectifs. Mais est-ce que les attentes et les objectifs de tous et chacun sont clairement connus et entendus de tous les participants au départ? C'est pas évident. Donc là, on est content, on vient de prendre des associés, on se dit voici la cible qu'on a à atteindre. On va atteindre cette cible-là, mais on n'a pas défini les étapes pour le faire et c'est là qu'apparaissent les irritants. Dans l'importance, pourquoi parler du partenariat d'affaires? Parce que c'est fondamental si on veut aller plus loin, d'avoir des partenaires, associés ou non. Là, on parle d'association aujourd'hui. Mais comment on va y arriver, comment on va faire que ça va être gagnant, il faut établir les bases tout de suite en partant avant même de penser s'associer avec une ou des partenaires. Tout à fait. Donc, ce que j'entends, c'est que, en fait, la réflexion de est-ce que je devrais aller chercher un associé ou pas doit se faire en amont et doit faire partie d'une stratégie plus globale pour l'entreprise.
Je sais que tu as aussi une distinction quand même intéressante à faire entre l'entreprise et l'entrepreneur. Je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu là, justement, la planification stratégique d'entreprise versus entrepreneur. Ben, en fait, je me suis fait éduquer au fait qu'il faut dépersonnaliser l'entreprise. Oui, hein, moi, LP Télécom et Télépso, c'est indissociable de Danny Potvin et Danny Potvin est indissociable de l'entreprise. Mais au final, c'est l'entreprise qui a ses propres besoins. Puis là, moi, je suis au service de l'entreprise pour la faire progresser. Et non l'inverse qu'on fait souvent comme entrepreneur. Fait qu'à partir de là, il faut connaître les besoins de notre entreprise et trouver les associations qui vont nous permettre d'atteindre ces cibles-là. Et non de dire c'est quoi les cibles que moi j'ai, puis je vais me trouver quelqu'un pour atteindre mes propres cibles. C'est important, selon moi, de départager ça et de faire la part des choses, là. On s'associe pour nous, mais on devrait s'associer pour l'entreprise pour lui permettre d'aller plus loin. Mhm, tout à fait. Puis de ton côté, Michel, est-ce que ça te rejoint également, là, cette réflexion-là de dissocier l'entreprise de l'entrepreneur à un certain niveau? Je crois que oui. C'est sûr qu'on porte une vision. Donc, quand on s'associe, on veut que l'autre porte la même vision. Parce qu'au départ, on a été idéateur, on a lancé le projet avec un objectif précis. On l'a même déjà souvent même commencé. Fait qu'on a un rêve qu'on porte, puis on veut s'assurer que l'autre personne va partager le même rêve. C'est dur de dissocier à ce moment-là l'entreprise de la personne, mais effectivement, après ça, dans l'atteinte des objectifs, les moyens d'y arriver, il faut se dissocier de ça. Puis, comment est-ce que l'entreprise va aller plus loin avec la complémentarité de chaque associé, puis de bien le définir. Mais c'est comme un contrat de mariage. Il y a beaucoup de bénéfices à se marier, c'est beau, c'est très... mais en même temps, tous les avocats ou les notaires diraient euh, entendez-vous sur le divorce maintenant pendant que ça va bien? Puis en entreprise, c'est la même chose. Il y a beaucoup de bénéfices si on prend le temps de bien définir la sortie. Dans l'entrepreneuriat, il y a une date d'expiration à un moment donné dans l'association. Il y a quelqu'un qui va vouloir sortir ou il va y avoir un événement de liquidité, il va y avoir quelque chose. On est mieux d'en parler, comment l'autre voit ça d'avance. Comme ça, tout le monde va en tirer des bénéfices plutôt que d'arriver devant un problème ou de la gestion de quotidienne aussi, quand il arrive un défi de manque d'argent, tout ça, comment l'autre gère ça. Les bénéfices sont là si c'est bien préparé d'avance puis abordé d'avance avec l'autre personne. Comme ça, les attentes sont plus, je dirais, sont plus gagnantes là, parce qu'elles sont connues et on en tient compte dans le partenariat, dans la rémunération, dans la façon d'organiser l'organigramme, qui fait quoi, dans les responsabilités, on partage le contrôle, on partage le pouvoir quand on s'associe. Donc, jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où l'autre est prêt à recevoir. Les bénéfices sont là, c'est ça, c'est tout bien défini. Puis, moi, je l'ai escamoté au début, là, je ne racontais pas de mensonges. J'ai passé par-dessus, de l'excitation de l'association. Enfin, quelqu'un pour m'aider. OK, c'est correct, ça va être correct, ça va être correct, ça va être correct. C'est oh non, c'est quand arrivent les défis, j'aurais eu avantage à bien planifier. L'entrepreneur, excuse-moi, Solène, Michel a raison. On est fondamentalement positif et fonceur. Fait qu'on oublie de réfléchir au plan B, au plan C, puis au plan D quand on s'associe. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Il faut réfléchir aux différents scénarios qui pourraient arriver. Il faut réfléchir aussi aux différents partages de responsabilités. Est-ce qu'un associé, est-ce qu'un partenaire est aussi un gestionnaire ou si c'est un actionnaire? Ou, il y a vraiment plusieurs façons d'avoir une association. Il faut que ça soit défini d'abord et avant tout pour que ça fonctionne bien, puis dans plusieurs scénarios. La valeur aussi de l'association, pour mettre un prix à ça, dans le sens où quand on s'associe dans une entreprise, ça veut dire qu'il y a une dilution d'actions, il y a un partage d'actions ou l'association d'affaires qui est associative. Pour l'apport de la personne, ça vaut combien? Là, il y a des défis. Hein? Ça vaut toujours beaucoup. Il y a beaucoup
l'important pour avoir des bénéfices, c'est de ne pas escamoter chaque étape. Ça, Ouais. c'est une étape importante. Puis pour revenir aux bénéfices, justement, là, au début, Michel, tu parlais un peu des bénéfices financiers, l'expertise aussi, la complémentarité. Peut-être, Dani, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, toi, de ton côté, la complémentarité avec tes associés? Qu'est-ce que tes associés t'amenaient versus toi, qu'est-ce que tu amenais? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de cette complémentarité-là? Euh, Moi, au départ, je m'étais associé beaucoup pour partager, pour vaincre l'isolement, pour partager les responsabilités. Mais je m'étais associé avec des gens qui me ressemblaient. Donc, quand il est arrivé le temps de partager certaines responsabilités dans des moments de tumulte, là, une entreprise, c'est pas toujours au beau fixe, puis c'est pas toujours en croissance. Même quand c'est en croissance, ça peut se faire dans la tumulte. Puis là, ils seraient là, mes associés, puis je pense que ça serait bien correct, on en a déjà parlé. On était tous trop pareils. On s'entendait bien, on faisait une bonne équipe, mais à un moment donné, ça prend des personnalités et des compétences différentes pour arriver à se partager les responsabilités quand ça va bien puis quand ça va mal aussi. Et c'est là que moi, j'avais fait une erreur au départ. On était tous des profils similaires. Tout à fait, ben, c'est super intéressant. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous pose la question, on peut faire la meilleure due diligence d'alignement des visions et stratégies avant de s'associer, mais comment adresser les surprises des personnalités divergentes et les réactions aux problèmes une fois le projet démarré? C'est super intéressant. Puis en fait, ça fait une belle transition vers notre prochain segment. Donc là, on a abordé un petit peu plus pourquoi on s'associe, pourquoi on veut le faire. On veut aller chercher des bénéfices, de la complémentarité, du financement. Il y a plusieurs choses là, qui dépendent un peu du contexte, en fait, dans lequel on se trouve, de ce que je comprends de vos témoignages, là, Dani et Michel. Si on va du côté inverse, puis on parle plutôt de pourquoi on a des craintes, c'est quoi les risques, c'est quoi les bloquants. Donc, on va revenir à la question de Manuel Patry dans le chat, mais si on va vraiment du côté de, OK, oui, il y a des bénéfices, mais on a un petit peu peur de le faire. Si je me tourne vers le public pour commencer, je vous pose la question, quelles sont vos craintes face au partenariat d'affaires? Qu'est-ce qui peut retenir l'intérêt de s'associer selon vous? Donc, dans le fond, pourquoi on ne s'associe pas selon vous? Est-ce qu'on a des idées de notre public? C'est sûr que la question justement de Manuel, les divergences et les réactions aux problèmes, c'est probablement des craintes qui émergent au début. Pour garder le contrôle des décisions, perte de pouvoir décisionnel, donc ça revient. Des valeurs personnelles différentes, devoir partager de l'information. Donc, oui, la notion de confidentialité, intéressant. Impression de perte de contrôle de certains aspects de notre business. Donc, ça revient vraiment, là, la perte de contrôle, c'est un risque, une crainte que plusieurs semblent avoir. Le plaisir d'être entrepreneur et de diriger à ma façon. Peur de me faire imposer un rythme ou une façon de faire. Donc, oui, tout à fait. Pas nécessairement une perte de contrôle sur le quoi, mais plutôt le comment. Très intéressant. Les conflits d'intérêts, garder la même vision dans le temps, effectivement, c'est un beau défi. Une implication qui peut être différente, qu'on dit aussi. Donc, c'est tous des super bons points, très intéressants. Je me retourne encore une fois là, vers nos panélistes. De votre côté, quand vous avez commencé, Dani et Michel, est-ce que vous aviez vraiment des craintes majeures quand vous vous êtes lancé avec votre premier partenaire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous faisait peur? Je poserai la question en premier à Michel. J'avais aucune crainte au début. Je me suis lancée là-dedans un peu comme qu'est-ce que Dani mentionnait, on est je sais pas, je pense que les entrepreneurs ont une dose de positivisme, voient pas les embûches. On voit ce qu'on s'en va, puis on sait qu'on va y arriver, mais on ne peut pas voir les problèmes qu'on va avoir, puis les ponts qui vont manquer pour traverser la rivière, là. Fait que j'avais zéro crainte. Aujourd'hui, parce que je me suis réassociée, j'ai changé en fait, les partenaires, tout ça. Aujourd'hui, je lis ce qui est dans le textbox, là. Je me dis, ah oui, j'ai peur de perdre le contrôle de la décision. Puis pourtant, pour moi, le contrôle de la décision, c'est pas important. C'est pas important parce que je me dis, si j'ai des gens qui sont là, c'est parce que ce qu'ils vont emmener comme apport, je fais confiance.
Mais ce que j'ai vécu dans le passé, c'est que plusieurs aspects. C'est que un moment donné, dans un bateau, il arrive, comme Danny mentionnait, un tumulte, puis ça prend quelqu'un qui va donner le coup de barre. Fait que ça, il ne faut jamais perdre de ça, cette importance-là. À un moment donné, ça prend des coups des franges pour pouvoir prendre une décision. Puis je me suis arrivée, c'est arrivé dans mon passé où, OK, j'étais inclusive. On inclut tout le monde, le point de vue de mes partenaires sont importants, on en tient compte, mais on n'allait pas nulle part. Ça tournait en rond parce que tout le monde tire un peu sur sa couverte. Aujourd'hui, parce que je l'ai vécu, je sais que la perte de pouvoir décisionnel, pas pour la question de pouvoir, mais pour la question que faut que tu amènes le bateau en quelque part à un moment donné. Il faut se donner, il faut s'assurer de garder ça. La façon de le faire, c'est par la gouvernance, une bonne gouvernance. C'est peut-être d'avoir un bon conseil d'administration, un comité, de mettre en place des systèmes qui vont faire que ce n'est pas confrontant entre les partenaires. Puis là, à ce moment-là, on a la chance de dire, on devrait faire ça parce que voici pourquoi. Puis là, tu as la chance, un peu comme notre premier ministre qui a été élu lundi, mais tu as la chance de faire état de ta position, de convaincre les gens. Là, c'est une question, est-ce que tu les as convaincus? Oui, donc on s'en va par là. Si tu n'as pas réussi à les convaincre, bien à ce moment-là, peut-être que c'est l'autre qui a raison. Mais au moins, de se donner des processus décisionnels, une bonne gouvernance transparente, ça donne la capacité de pouvoir s'assurer qu'on amène l'entreprise dans la bonne direction. Puis, au besoin de se remettre en question, parce que ça l'arrive, là. Mais dans les cas où c'est arrivé que moi, ça m'est arrivé où c'était des positions différentes, il y a eu une stagnation, un problème de croissance, en fait, même de décroissance, parce qu'il y avait des points de vue différents, les gens étaient plus alignés, il faut garder ça. Après ça, défi de communication, c'est vrai, plus tu as des partenaires qui sont décisionnels, plus que les messages, puis les quoi faire aux employés, ça s'en va dans toutes les directions. Là, c'est plus dur de ramener les gens vers une direction quand ça l'arrive. Que quand c'est toi tout seul avec tes employés, c'est OK, tu ramènes les gens dans la bonne direction, mais quand c'est plusieurs qui le font, c'est difficile, là, c'est difficile, ça te demande de l'énergie, là. Tu ne fais pas ta job de gestionnaire puis d'entrepreneur, tu fais juste la job de ressources humaines, de ramener le monde, puis d'enlever les quiproquos, puis de clarifier, puis de rassurer, puis là, je me suis mis des places, des mêmes choses, m'assurer d'avoir des bons processus de communication en place. C'est un get-together avec les employés. Comme ça, là, une rencontre par équipe. Où on parle pas des projets, on parle de, OK, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi, puis je m'assure d'être présente parce que quand tu es présent et tu écoutes, tu entends les défis de communication, tu entends que le monde n'a pas compris, puis tu entends que... Fait que ça prend des bons, pas juste les associés, mais dans tes employés, ça prend des bonnes vigies. Tout à fait. Permettent de rapporter ça. Oui. Fait que j'entends dans le fond, au départ, tu n'avais pas nécessairement de crainte, tu t'es dit, OK, on se lance, on fonce et tout ça, puis avec l'expérience, finalement, tu réalises, il y a peut-être des choses que j'aurais dû craindre ou plutôt auxquelles j'aurais dû penser puis anticiper. Parmi ça, tu as mentionné la prise de décision, donc d'avoir une bonne gouvernance, d'avoir des processus décisionnels qui sont établis pour éviter les conflits, justement, quand il y a des opinions divergentes. Puis tu as aussi mentionné la question de la communication, fait qu'avoir des processus communicationnels clairs aussi à l'interne pour rassurer les gens là, dans cette entente-là. Là. Donc, super intéressant. Je me tournerais peut-être du côté de Dani. Est-ce que de ton côté, tu avais des craintes ou tu avais des risques vraiment qui te faisaient un petit peu plus peur avant de te lancer? J'avais pas assez de crainte. J'avais pas assez de crainte, honnêtement. Moi, à partir du moment où j'ai un besoin, je recherche de solutions, puis cette solution-là, c'est d'avoir un partenaire. Ça me semblait évident, puis c'était réglé. Je n'ai pas assez réfléchi aux problématiques qui viendraient, mais c'est le propre de l'entrepreneurship. Si on réfléchirait à toutes les problématiques, on ne se lancerait jamais en affaires parce que je sais qu'au Québec, des problématiques entrepreneuriales, il y en a des milliers. Sûrement partout ailleurs, mais en tout cas, moi, je connais au Québec.
Fait que j'avais pas de crainte. Je me suis associé pour m'assurer d'arriver à l'étape suivante. Je me suis désassocié aussi pour m'assurer d'arriver à l'étape ultérieure. Mais je reviendrai aujourd'hui. Je reviens au principe de dépersonnaliser les rôles puis de dépersonnaliser l'entreprise. J'ai encore un associé aujourd'hui, puis je pense à en prendre deux possiblement dans les années qui viennent. Oui, ça nous donne un conseil d'administration de 4 employés, mais ces 4 employés-là ne deviennent pas les 4 chefs d'entreprise du jour au lendemain. Lequel des 4 a le meilleur potentiel pour prendre le rôle de chef d'entreprise et quel rôle vont prendre les 4 autres entreprises s'ils travaillent évidemment dans l'entreprise. Il faut que ces rôles-là soient clairs et au service de l'entreprise. Il ne faut pas que si je m'associe avec quelqu'un, je me souviens d'un associé, pas beaucoup de pourcentage, puis pour lui, là, il devenait un dirigeant de l'entreprise, puis comme Michel disait, pouvait altérer mon message à l'ensemble du groupe parce qu'il avait sa façon de voir à lui. Mais ce n'était pas assez clair au départ. OK, oui, tu deviens membre de l'actionnariat. Oui, tu as ton mot à dire dans la planification stratégique puis dans les décisions de gouvernance, mais dans le day-to-day, c'est non. C'est le ou la direction générale qui va prendre ces décisions-là, puis toi, tu dois te mettre au service de l'organisation. Fait que c'est des positions qui doivent être établies, qui doivent être claires, parce que si, je vais prendre l'exemple d'un associé financier, il ne connaît rien dans notre savoir-faire, mais il y a de l'argent. On la veut, son argent, pour aller plus loin, mais on ne veut pas qu'il vienne nous dire comment faire. Il ne sait pas comment faire. Oui, on peut prendre ses conseils pour faire progresser nos liquidités, mais c'est des choses qui doivent être discutées en amont pour que ça soit clair. Et qu'est-ce qui va être bon, quel rôle on va prendre pour faire progresser l'organisation et non les associés et les partenaires. Tout à fait. Donc, un peu comme Michel disait, d'avoir des processus décisionnels qui sont Ouais, clairs, mais là-dedans, définir qu'est-ce qui relève de qui finalement. ouais, Donc, le rôle ouais. vraiment précis de l'associé, des partenaires, ben, moi, je prends tel type de décision, moi, je prends tel type de décision. Telle décision nécessite l'approbation de tous ces gens-là. Donc, vraiment, d'avoir des processus clairs Oui, qui définissent également les rôles de chacun, là, tout à fait. exact, exact. Mais pour en revenir à la question de base, là, non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il ne faut pas avoir peur de prendre des partenaires qui sont associés, des partenaires qui ne sont pas, de prendre des associés pour aller plus loin parce que si on est bloqué par la peur, on ne la développera pas, notre entreprise, elle n'ira pas au step suivant, puis à partir du moment où on n'avance pas, on recule. Fait que faut se faire confiance. Si on pense que c'est la bonne personne, il faut y aller. Mhm. Mais je trouve ça intéressant que les deux, vous aviez vraiment pas de crainte, vous vous êtes lancés au départ, puis on en parlait dans nos rencontres de préparation, justement. Je pense que c'est la maturité entrepreneuriale aussi qui embarque là, une fois que tu as vécu certaines expériences, ben, tu as des leçons apprises, en fait, pour les prochaines associations. Fait que c'est intéressant que vos deux parcours témoignent de ça. Là. Donc, go, 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 puis finalement, il y a peut-être ça à considérer finalement en amont. Là. Donc, Ouais. très, très, très intéressant. On a quelques questions du public. Je vais prendre un instant quand même pour qu'on y réponde parce que je trouve ça super intéressant. Il y a Mylène Auclair-Tourigny qui nous dit: que pensez-vous d'une association à part non égale de manière bien définie? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui aimerait se lancer? Moi, j'ai jamais eu j'ai eu Multilosé, ma première entreprise, on était à part égale, 50-50, mais depuis que j'ai repris l'entreprise familiale, on a eu 3 étapes de partenariat. On n'a jamais eu des parts égales. J'ai toujours été majoritaire, mais avec différents associés qui m'ont permis d'atteindre différentes cibles et différentes étapes suivantes. Puis ça a toujours bien été. Je pense que c'est beaucoup plus dans la clarification des rôles que c'est important plutôt que dans le nombre d'actions. Mhm. Ouais, même chose pour moi. Ma première association, c'était en part égale. Ça n'a pas fonctionné pour des questions de quand tu arrives à prendre des décisions dans les tumultes. Là, Ouais. on n'avait pas les mêmes aussi. Je pense que c'est facile de dire on est complémentaires, on partage les mêmes valeurs, mais quand il arrive les défis, le vrai problème, c'est là qu'on voit le vrai visage de la personne. C'est la façon qu'elle va se comporter face à un défi financier ou
Là, c'est là que des fois, ça peut accrocher. Fait que en tout cas, je me suis assurée de mettre des processus décisionnels en place qui sont indépendants de la part d'action. Puis aujourd'hui, il n'y a personne qui a la même part d'action dans l'entreprise, mais il y a des processus décisionnels qui assurent une cohésion. Mhm. Donc, dans le fond, la réponse à la question de Mylène, c'est oui, à part non égal, ça fonctionne, mais il s'agit de bien définir les rôles et les processus décisionnels, finalement, là, de clarifier tout ça en amont, encore une fois. À 50-50, deux associés, qui prend la décision dans le day-to-day? Qui prend la décision rapidement? Faut que ça soit identifié. Puis si c'est à, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à 75-25, puis celui qui a 75 prend toujours des décisions qui frustrent l'autre, c'est pas d'adon non plus. Il faut que le décideur ou la décideur soit identifié pour le day-to-day, pour prendre une décision rapidement. Après ça, il faut qu'il y ait une cohésion, une bonne entente là, au niveau des partenaires et des associés. Mhm. Tout à fait. J'ai une autre question dans le clavardage de Julie Bernèche, pardon. Dany et Michel, vous aviez des entreprises de combien d'employés lors de vos associations? Est-ce que ça vous tente de vous lancer? Ma première, on était deux. On a deux fondateurs, puis on a resté deux jusqu'à temps qu'elle me rachète et que je revienne dans l'entreprise familiale. Mais dans l'entreprise familiale, on est en moyenne, selon les années puis selon les contrats, entre 15 et 30 employés qu'on a été. Aujourd'hui, on est 25, mais c'est le nombre d'employés qu'on a toujours été dans le groupe LP. Mais moi, j'ai commencé, quand la première association, je pense que j'avais 4 ou 5 employés. Puis, après ça, ben, c'est eu une croissance. Là, on est rendu à peu près, je pense, à 35 employés. Excellent. Puis il y avait une question de suivi aussi. L'entreprise avait combien d'années d'existence? Ma première association, j'ai eu 4 associations, des partenaires financiers. C'est juste que la compagnie, à chaque fois, on a changé de partenaire. Elle avait 2 ans, 3 ans la première fois. Puis après ça, en 5 ans, 7 ans, et puis 11 ans. Fait que vraiment à différentes phases de l'évolution de l'entreprise. Ouais. Mhm. De ton côté, Dany? Chez nous, mon père a été actionnaire unique pendant les 25 premières années. Moi, j'ai racheté en 2006, ça veut dire ça fait peut-être une vingtaine d'années, puis on a eu 3 volets d'actionnariat là, en 20 ans, puis on va en vivre un 4e dans 1 an ou 2. Je pense qu'une entreprise, ça a une vie à part entière avec des hauts et des bas, puis des cycles. Puis nous, on a vécu 3 cycles d'actionnariat différents. Mhm. Puis c'est pour rebondir un petit peu sur cette question-là des employés, pour vous, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut considérer comme risques ou justement craintes en lien avec les employés de l'organisation quand vous vous associez en affaires? Est-ce que vous avez des pistes par rapport à ça? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des craintes? On gère des employés. Une semaine, le groupe d'employés va super bien, la vie est belle. L'autre semaine, le groupe d'employés, il y en a un de malade, il y a deux personnes qui souffrent de la COVID. Tout bascule. L'entrepreneuriat, c'est fragile. La gestion des RH, c'est aussi fragile, surtout dans nos petites entreprises, hein, 25, 30 ou 35, quand il y a 2-3 personnes clés qui sont absentes, ça nous bascule. Il ne faut pas que ça nous empêche de nous associer. Il ne faut pas que ça nous empêche d'avoir peur d'avancer. Il faut vivre avec selon moi, il faut vivre avec ces contraintes-là puis s'ajuster au fur et à mesure. De ton côté, Michel, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? En fait, c'est dans le même sens que Dany. Excellent, excellent. Donc, ce que vous nous dites, c'est vraiment qu'il faut se lancer, mais il faut mettre en place des processus clairs pour aider à contrer justement les craintes ou les risques qui peuvent être liés aux divergences d'opinion, aux divergences de valeurs, peut-être des fois aussi. Là. Donc, c'est très, très intéressant. Puis je vois que le public est super intéressé. Là, on a énormément de questions. Peut-être une dernière avant qu'on passe là, à la prochaine section du webinaire, mais il y a Catherine Desjardins qui nous dit « Comment avez-vous approché votre départ de l'association?
Et est-ce que c'était parce qu'il y avait des mésententes entre vous? Donc, ça va peut-être mener en fait à notre troisième section, justement. Daniel, veux-tu commencer? C'est une bonne question. J'ai réfléchi, là, puis j'ai de la misère à situer ma réponse. Comment c'est mené à une fin d'association? Ben, encore là, c'est une divergence. Régulièrement, c'est une divergence d'opinion pour faire avancer l'entreprise, pour faire avancer l'organisation. Tu veux passer à l'étape suivante, puis là, ben, tu établis ce que tu veux faire comme entrepreneur. Dans mon cas, j'ai toujours été majoritaire. Mais là, pour l'étape suivante, je sentais que je ne pouvais pas assumer la direction générale parce que ça me prenait quelqu'un de plus compétent sur une période X. Je prends un pas de recul, je me dis, OK, on engage une direction générale, on investit. Ben là, j'ai des associés qui ont dit, ben non, moi, je ne veux pas aller là-dedans, je n'ai pas envie de me faire gérer par quelqu'un d'autre. Fait que je pense que ça se fait de façon très abrupte ou de façon naturelle. C'est dur d'être dans le milieu là, des deux là, pour mener une séparation. De toute façon, Michel l'a dit d'entrée de jeu, là, un mariage professionnel ou un mariage personnel, c'est de la même façon, puis ça se vit de la même façon. C'est parfois très abrupt, très douloureux ou à l'inverse, de façon normale, on dit, ben écoute, on a atteint nos objectifs maintenant, on part chacun de notre bord, puis on continue. Là. Mm. De mon côté, il y a eu mésentente. On n'avait pas la même, c'est ça, exactement ça, divergence d'opinion sur la façon de faire croître la société. C'est un peu, ou les dépenses, la gestion des dépenses, c'est un peu comme, par exemple, quand une personne meurt, puis on rouvre un testament. Et c'est là qu'on voit, on pense que telle personne, OK, ça donne super bien avec la personne. Puis là, d'un coup, la réaction face à l'argent, c'est Ah, my God, je n'avais pas réalisé comment cette personne-là voyait son rapport à l'argent. Mais dans une entreprise, les surprises du rapport à l'argent sont omniprésentes. Donc, moi, l'argent, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Puis, je veux que l'entreprise croît, mais pour certaines personnes, c'est une fin en soi. Mm-hmm. Puis, certaines personnes vont avoir une approche d'écureuil, donc de préserver. Puis, d'autres personnes vont dire, on y va all-in, puis on investit. Puis, d'autres qui vont dire, ben c'est un peu des deux. C'est important de bien connaître l'autre parce que, ne veut pas l'entreprise, à moins qu'elle soit, même sans but lucratif, le rapport à l'argent est important. Puis on sous-estime l'importance de bien connaître ça. Fait que les mésententes ont été par rapport dans la première cas, par rapport à ça. Pour moi, je voulais avoir une croissance, on parle d'innovation médicale, on parle d'études cliniques, on parle d'investissement en millions de dollars. Je savais d'avance qu'il fallait que je me dilue pour pouvoir aller chercher différents capitaux avec des CT à capital de risque. Tandis que l'autre voulait qu'on amène l'entreprise à un point. On y va de façon organique, mais il n'y a aucune entreprise de secteur médical qui a réussi de façon organique. C'est comme impossible. On parle d'innovation technologique. Juste en études cliniques, c'est des millions de dollars. On ne peut pas. C'est comme impossible. Donc, c'est là qu'on a eu des bloquants. Et puis, la deuxième fois, c'était par rapport, c'était un fonds d'investissement, c'était capital de risque, c'est désinvesti du medical device. Donc, je me suis retrouvée avec un partenaire qui voulait sortir, peu importe les dommages collatéraux. Donc, ça m'a pris une année à gérer ça puis à repartir l'entreprise. Donc, c'est pour des raisons qui sont souvent différentes. Mais pour moi, ce que ça vient, c'est que peu importe la raison, c'est qu'il faut prévoir les sorties. Il faut prévoir, puis les conventions d'actionnaires entre associés sont très importantes. Puis quand les gens sont fair, respectueux, puis juste de façon raisonnable, c'est facile. C'est quand le déraisonnable commence à se poindre dans la discussion que ça devient comme comment on fait pour à ramener à un équilibre, là, quelque chose de juste et viable. Mm-hmm. Fait que dans les deux situations, en fait, il y a eu une forme de mésentente ou en fait une divergence au niveau de votre opinion qui a fait en sorte que ça a mené à la fin de votre partenariat. Mais ce que je trouve quand même intéressant, c'est que vous vous êtes réassociés plusieurs fois. Donc,
en bout de ligne, ça a été des expériences rocambolesques certainement, mais vous avez quand même eu l'envie de vous associer à nouveau. Fait que peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus pourquoi vous êtes relancé après avoir vécu justement cette clôture qui était peut-être difficile aussi là, sur certains partenariats. Peut-être je pose la question à Dani d'abord. L'entrepreneurship, c'est compliqué. Si à chaque fois qu'on a une embûche, on baisse les bras puis on n'ira plus vers ces situations-là, on va arrêter d'être entrepreneur. Je pense fondamentalement que je me dis tout le temps, ben, c'est l'université à vitesse grand V dans tel type de relation. Mais maintenant que je l'ai appris, je recommence, puis je pense que je vais être mieux outillé, puis je pense que je vais être meilleur. Puis des fois, ça apporte, d'autres fois, ça apporte pas. Je dis, bon, qu'est-ce que je n'avais pas compris encore? Il s'agit de tirer des leçons. Puis je me dis, bon, encore un cours d'université ce mois-ci, puis mais il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer parce qu'à partir à partir de là, on recule. Puis les différents scénarios sont tout aussi bons les uns que les autres. Là, Michel et moi, on a des similitudes dans notre parcours, mais en même temps, on est à chacun à notre spectre de nos entreprises. Elle a dû aller chercher du capital de risque. Moi, je ne sais pas si j'aurais supporté ça. Je ne sais pas si j'aurais été un bon associé pour Michel, mais je peux l'être pour quelqu'un d'autre. J'aurais pu être un bon associé pour son associé je ne sais pas si vous voyez où je veux aller, mais je pense quand même qu'il faut tout le temps foncer, là, même si on a eu des mauvaises expériences. Mm-hmm. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer aussi là, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tu parles entre autres là, du type de personnalité, de la tolérance au risque, des choses comme ça. Fait on va en parler un petit peu plus demain là, dans la séance avec Alexandre, mais ça va la être notion de intéressant. trouver un bon match, là, c'est effectivement des facteurs importants là, pour le succès d'un partenariat. Puis de ton côté, Michel, pourquoi t'être relancé? Parce que je vois toujours le côté, le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Je vois toujours le côté positif de s'associer. C'est vraiment un ajout c'est sûr que dans une entreprise d'innovation technologique, on a besoin d'accès à des capitaux, on n'a pas le choix, donc tu n'as pas le choix de t'associer pour accès à des capitaux. Il s'agit, puis on n'a pas toujours le pouvoir de négociation parce que quelqu'un qui t'arrive avec 10, 15 millions, ta compétence, c'est ce qui fait que tu peux négocier puis de protéger les droits décisionnels ou certains processus de communication, qu'est-ce qu'on disait tantôt comme solution, c'est basé sur le fait que vous investissez dans une entreprise parce que je l'ai amené là. Donc, vous me faites confiance, faites-moi confiance si je vous dis que ce positionnel-là protège la compagnie et va vous aider à aller plus loin. Il ne faut pas avoir peur de se diluer. Ça, la compagnie vaut juste plus. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a souvent une peur de dire, oui, mais je me dilue, je vais travailler fort, puis c'est l'autre qui va en bénéficier. Oui, mais on se dilue, mais la compagnie, en principe, devrait avoir. Si l'autre travaille aussi fort, il va nous faire augmenter. Tu as raison. Oui. Donc, moi, je pense que l'association, c'est de pouvoir vraiment porter une entreprise à plus loin, peut-être plus rapidement, ou des fois, c'est pas plus rapidement, mais d'aller chercher certaines compétences, du talent. Aussi, c'est qu'on n'a pas toute c'est faux de prétendre qu'on peut seul amener une entreprise. Par exemple, je suis avocate, j'ai parti mon entreprise de service juridique. Et, bon, OK, c'est mes compétences, c'est mon savoir. Mais du moment qu'on parle d'entreprise qui délivre un service plus grand que notre compétence à nous, on n'a pas le choix d'acheter des compétences complémentaires. Je ne suis pas spécialiste en finance, je ne suis pas spécialiste en capacité de production, je ne suis pas spécialiste en sciences orthopédiques, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas le choix pour prendre des bonnes décisions. Je ne peux pas juste payer tout le temps du monde, des consultants. Puis, il y a le partage de risques là-dedans. C'est que le consultant, il va dire peut-être qu'est-ce que je veux entendre, ou il va arriver avec des recommandations, mais est-ce que c'est la bonne décision? La personne qui a pris un risque va se forcer pour prendre la bonne décision. Donc, tu sais, c'est ça que l'avantage de s'associer, c'est de s'assurer que, comme Dani mentionnait, c'est la meilleure façon de s'assurer qu'on amène l'entreprise plus loin parce que les gens sont motivés à l'amener plus loin parce qu'on a tous un objectif commun qui est similaire.
absolument. C'est d'amener l'entreprise plus loin avec la complémentarité d'expertise, le financement, tous les bénéfices Ouais, qu'on a mentionnés aussi. Oui, absolument. Dani? Juste, j'ai vu une question passer, là. Je ne sais pas qui l'a posée, mais c'est comment on assume une dilution de nos actions en prenant des associés et comment on travaille sans le faire avec des gestionnaires. C'est important dans le partenariat, puis on n'aura pas le temps d'en parler là, peut-être vous allez en parler demain, mais une équipe de gestion peut faire le travail d'une équipe d'associés. On n'est peut-être pas obligé de s'associer avec des gens quand on peut les avoir dans notre équipe de gestion, puis avec des rémunérations qui sont correctes pour leur fonction. Moi, aujourd'hui, on est 2 associés, mais j'ai une équipe de gestionnaires où on est 6, puis les décisions, on les prend à 6. Et pourtant, j'ai des très bons entrepreneurs dans mon équipe, mais j'en ferai pas des associés pour autant. Et ça m'a pris du temps avant de comprendre ça, qu'on n'est pas obligé d'associer tout le monde. Quand je vous disais d'entrée de jeu qu'on était tous pareils, mais finalement, c'était mon équipe de gestion que j'avais associée. C'était peut-être pas une bonne idée, là. Il y On n'est a pas obligé tellement de se des diluer. ouais, il y a tellement des mécanismes, des bons mécanismes qui existent, là. Ouais. Les coopératives de travailleurs autonomes, euh, c'est une chose. Les options d'achat d'actions, parce que si on veut la question là, de dilution puis de déléguer, là, on veut motiver des gens. On veut, puis la personne qui travaille, dit, hey, je travaille, j'ai fait 80 heures par semaine, mais je suis en payé 40, puis tu sais, je me dévoue, puis moi, je touche à rien. Tu sais, c'est les actionnaires qui vont toucher, fait qu'il y a le goût d'être associé ou d'être. Fait qu'on veut le motiver. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut se diluer? Non, il y a des mécanismes autres. On peut réserver un pool d'options à nos employés clés, puis répartir ça par année. Il y a comme on disait tantôt, il y a les mécanismes de coopérative de travailleurs autonomes qui participent à l'actionnariat, mais de façon organisée, ciblée, puis qui cadrent la dilution potentielle possible. Tu sais, c'est fixé, cadré. Puis après ça, l'employé part, on peut réattribuer ces actions-là. Donc, il y a des beaux mécanismes qui existent qui sont. Ça ne veut pas dire qu'il faut se diluer pour pouvoir motiver un employé. Mais la question est vraiment intéressante parce que justement, au départ, on a parlé un petit peu là, de s'associer, il faut que ça fasse partie d'une stratégie. Ben, si la stratégie, c'est de mobiliser l'équipe, est-ce que c'est la bonne façon de le faire ou est-ce qu'il y a une autre façon de le faire? Donc, je pense que c'est une question super pertinente. Là. Juste pour l'ensemble du public, là, la question, c'était quelle est la différence entre une dilution et savoir déléguer aux bonnes personnes? Ouais. Donc, il y a une distinction à faire, puis c'est pas obligé, en fait, t'es pas obligé de diluer ton entreprise pour bien t'entourer non plus. C'est ce qu'on entend de Non, la conversation. absolument. Puis si tu prends un associé, puis que tu en fais tu prends un employé, un gestionnaire, puis que tu en fais un associé parce que tu veux l'attacher de peur de le perdre dans un cadre de pénurie de main-d'œuvre, tu n'avanceras pas non plus. On n'associe pas des gens pour les attacher, on associe des gens pour aller plus loin. C'est fondamental parce que si tu l'attaches, il va vouloir s'en aller à un moment donné pareil, puis ça va te coûter plus cher. Fait que tu t'associes pour aller plus loin et non de peur de perdre quelqu'un. Tout à fait. Fait que, donc, dans vos deux situations, vous le faites pour aller plus loin. Vous avez eu des situations où c'était moins positif au final, mais vous avez quand même envie de vous associer et de vous réassocier. Fait que peut-être la question plus globale là, sur laquelle j'aimerais qu'on termine, c'est le fameux débat là, de faut-il s'associer ou non? Qu'est-ce que vous répondez à nos participants par rapport à ça? La réponse est oui, mais quel type d'association on peut avoir? Hein, on s'est posé la question dans une réunion de mentorat d'affaires. Faut-il s'associer ou non? Faut-il avoir des partenaires ou non? Mais la réponse est oui. Michel l'a dit, là. Moi, je ne peux pas être un bon RH, je ne peux pas être un bon un expert en marketing, un expert en ressources humaines, un expert en ressources financières. Je ne peux pas être expert en tout. Donc, assurément, je dois faire des partenariats. Je ne peux pas être un expert en distribution de mon produit. Il y a plein de choses. Il faut que j'aille des associations. Il faut juste les déterminer comme il faut pour que l'entreprise, l'organisation puisse avancer. Mais selon moi, c'est incontournable.
Oui, puis faire la distinction aussi entre l'équipe de gestion, direction, qui peut être indépendante du conseil d'administration ou du partenaire. Si on l'amène comme partenaire, c'est parce qu'on sait que sa décision ou son apport va être vital à la bonne prise de décision. Donc, les connaissances, l'expertise que la personne amène ou l'argent que la personne amène. Il y a des investisseurs qui sont silencieux, mais je vous dirais que la plupart des investisseurs dans les entreprises, on ne parle pas d'entreprises qui ont fait un appel public d'épargne, on parle d'entreprises qui ont des PME. Les investisseurs sont rarement silencieux, ils veulent s'impliquer. Puis effectivement, souvent, ils se mettent les mains sur le volant, puis on n'aurait pas pensé ça, puis il y a des risques de vraiment prendre la route, là. Je pense que tout est dans la personne. Pour moi, pour un type d'entreprise comme la mienne, dans ma vision des choses, d'aller plus loin, je crois que la réponse est oui, 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 oui. Tu sais. Maintenant, ce n'est pas fait pour tout le monde, hein. Des personnes qui préfèrent aller plus tranquillement, mais seules, c'est correct. C'est vraiment correct. Ce n'est pas une bonne ou mauvaise réponse, là. Mais si l'objectif, c'est qu'on fait face à une entreprise on veut avoir une croissance accélérée, mais c'est sûr que nous-mêmes, on a nos mains puis notre tête, tandis que 2, 3, 4 associés, mais on multiplie la capacité de gestion, la capacité décisionnelle, la capacité d'amener des nouvelles idées, les points de vue des gens sont constructifs, sont challengeants, on va plus loin parce qu'on se fait challenger, puis c'est la meilleure façon d'aller plus loin, c'est de se faire challenger puis de repousser nos limites. Il n'y a personne qui va repousser nos limites si c'est dans notre famille, puis nos amis, ils vont tous dire « Ah, ben oui, tu as raison, puis c'est beau, puis continue. » On a besoin de se faire dire hey, « Moi, tu pensais à telle affaire? Moi, je verrais ça comme ça, je ne suis pas d'accord avec telle affaire. » Là, c'est « OK, mais pensons-y, réfléchissons-y. » Peut-être qu'il y a une... Je trouve que c'est riche. C'est riche d'avoir des partenaires parce que, en raison du risque que les partenaires, l'association prend, les partenaires, les gens s'assurent que la décision a été idéalement pas imposée. Ça, c'est là, on tombe dans des défis mais qu'une bonne, saine gestion, mais le partenariat fait en sorte que c'est constructif, ça porte l'entreprise plus loin avec les meilleures décisions possibles. Ça, pour ça, la réponse, c'est oui. C'est sûr que dans vos contextes, c'était votre objectif d'aller plus loin, c'était de faire grossir votre organisation, mais ça dépend de l'objectif personnel de chacun. Donc, la réponse que j'entends de ce que vous me dites, c'est ça dépend où est-ce qu'on veut aller, mais dans un contexte où on veut viser une croissance, puis on veut aller plus loin, justement, l'association, c'est vraiment une bonne piste pour aller plus loin, effectivement. Oui. Oui, il n'y a pas une entreprise pareille, fait qu'il n'y a pas une réponse parfaite. Si on peut inspirer, ou pas inspirer, mais si on peut amener une réflexion dans quelqu'un qui dit « OK, moi, je vais penser à telle affaire parce que après ça, il va fabriquer sa réponse et son scénario parfait. » Chaque entreprise a son scénario selon où elle est rendue là, dans son développement. Tout à fait. On a seulement quelques minutes qui nous restent. Je sais qu'il y a encore des questions dans le chat. Je vous invite vraiment à participer également demain parce que je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui vont venir de la séance de demain où on va parler plus de trucs et astuces en lien avec le match entre associés, la répartition des rôles et responsabilités, etc. Mais pour clore la séance d'aujourd'hui, j'aurais comme une question un petit peu plus finale pour Dany et Michel. Pour nos participants, si on a une chose qu'on devrait retenir de la séance d'aujourd'hui, pour vous, ça serait quoi? Si vous avez un élément vraiment là, sur lequel vous souhaitez mettre l'accent pour nos participants. De ne pas hésiter à poser des questions puis à prendre le temps de faire un plan d'actionnariat. On fait un plan des plans d'affaires, on fait des plans stratégiques, on fait des plans mais le plan de partenariat, on ne le fait pas. Je pense qu'il faut penser à vraiment s'asseoir que est-ce qu'on s'en va de la même façon, à la même place, en sachant qu'on n'aura pas des points de vue tout le temps pareils, c'est correct. Ça, c'est mon appel à tous
de le faire correctement, de ne pas escamoter la certaine connaissance de vision, de valeur, d'établissement de la confiance entre les partenariats, puis des prises de décision, le processus décisionnel, la gouvernance, là, mettre la gouvernance en place. Là. Elle va changer l'habilité d'être agile. Hein. Une entreprise, on fait un plan d'affaires, puis dans 6 mois, on le rechange. Là. Souvent, c'est ça, mais le plan de partenariat, ça va être ça aussi. Ça va être Il faut pareil. rester ouvert au changement, mais essayons d'être prévenants. Tout à fait. Donc, ça se planifie, en fait. C'est ce que je retiens. Oui. Et Dani? Connaître les besoins de notre entreprise, connaître les objectifs de notre entreprise, puis établir les personas des gens avec lesquels on pourrait s'associer. Et si on passe des tests psychométriques aux gens qu'on veut engager, on pourrait peut-être en faire avec les gens avec qui on veut s'associer pour savoir si nos visions et nos valeurs sont étroitement rattachées. Mais il faut connaître les besoins de l'entreprise puis établir le profil des gens qu'on cherche. En établissant le bon profil, on va trouver les bonnes personnes. On peut-tu répondre à une dernière question? Je voyais où trouver nos partenaires. Oui, vas-y, Michel. Pour participer à du réseautage, il faut parler du besoin. Mon besoin, c'est ça. Le chemin va se faire, ça va se connaître. Les réseaux de soutien à l'entrepreneuriat sont là. Parler du besoin, puis les gens vont dans le réseau mentorat, de réseau d'appui à l'entrepreneuriat, de réseau le gouvernement a des super beaux programmes. Là. Les gens se connaissent, fait qu'on connaît plutôt quelqu'un qui peut peut-être répondre aux besoins. C'est vraiment de verbaliser. Établissez le profil puis partagez-le. Établissez le profil puis partagez-le, vous allez trouver. Exprimer son besoin, tout à fait. Oui. Bien, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci infiniment, Michel. Merci, Dani. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir pour cette activité. J'espère que vous avez apprécié votre expérience aussi. Donc, c'est ce qui met fin à la partie 1 de la série S'associer en affaires. Je vous invite à être des nôtres demain midi pour la suite de la conversation. On va parler de stimuler la synergie entre associés avec Alexandre Vézina, qui est mentor chez Sage Mentorat d'affaires. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, chers participants, pour cette première partie des espaces entrepreneurs organisés en collaboration avec la Banque nationale. Donc, merci et à demain midi. Merci beaucoup. Bye. Merci. Au revoir.